de ça, donc nos prévisions en général sont plutôt correctes. Mais quand on est face à une épidémie comme celle d'aujourd'hui, en fait c'est extrêmement compliqué de savoir de combien de ventilateurs on va avoir besoin demain, après-demain, dans 3 semaines, etc. Donc c'est une question qui est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'on fait des prévisions, différents scénarios? Ça veut dire qu'effectivement, on fait des prévisions et dans le cas actuel, la demande, elle est tellement importante qu'on essaie de fabriquer un maximum sans avoir de visibilité sur ce qu'on va devoir avoir à fabriquer demain. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples chiffrés quand vous dites ça? En fait, je peux vous donner quelques chiffres juste pour illustrer, mais en France, par exemple, les ventilateurs de réanimation ou de soins intensifs, qui sont un petit peu différents, mais ces 2 types de ventilateurs qui sont très spécifiques, la France en consomme à peu près 1000 à 1500 par an. Ça correspond à des produits qui sont remplacés tous les 10-15 ans, et donc le parc installé doit être renouvelé régulièrement. Donc tous les ans, on en consomme 1000 à 1500 en France. Aujourd'hui, la demande, elle est colossale, et je ne vais pas dire que c'est ce qu'on nous demande de fabriquer tous les jours, ce serait exagéré, mais on nous demande beaucoup plus que 1500 à l'année. On nous demande des centaines de ventilateurs chaque semaine. Là, c'est des centaines chaque semaine. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette demande, à ces besoins? Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que, en fait, cette demande qui est colossale en France depuis 15 jours, elle est colossale dans le monde depuis des mois. Donc tout le monde vous appelle? Voilà, et ça fait quand même des mois qu'on livre par exemple la Chine. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisqu'ils ont été beaucoup alimentés, mais la demande est toujours aussi considérable. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être en Chine, elle est aujourd'hui au Moyen-Orient et en Europe. Mais ce sont les mêmes usines de fabrication qui tournent, et nous sommes que très peu nombreux au monde finalement à fabriquer ce genre de ventilateurs. Et donc la fabrication est soumise à rude épreuve. Il faut savoir que un certain nombre de composants utilisés pour fabriquer ces ventilateurs ont une durée d'approvisionnement de parfois plus d'1 an. C'est-à-dire qu'on est obligé de prévoir plus d'1 an à l'avance combien de ventilateurs on va vendre l'année d'après. En l'occurrence, ces usines de production, elles se trouvent où? Alors, en ce qui concerne Novenstein Medical, c'est des usines qui sont en Allemagne. Il y en a une à Hambourg et une à Francfort. Et donc, on a cette spécificité de fabriquer nos produits en Allemagne et uniquement avec des composants allemands. Pour tout vous dire, on n'a pas de problème d'approvisionnement de composants parce qu'ils seraient bloqués en Chine ou ailleurs. La thématique aujourd'hui pour la société Lovenstein, c'est plutôt une thématique de ressources humaines. D'avoir des salariés qui puissent venir travailler. Voilà, et on ne peut pas les faire travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, même si il y a beaucoup d'heures supplémentaires, et même si les gens travaillent 6 jours sur 7 en ce moment, il y a un certain nombre de limites, et en ce qui nous concerne, pas liées aux composants, mais liées plutôt aux ressources humaines. En l'occurrence, si l'on prend un exemple concret, une demande aujourd'hui de ventilateur faite en urgence qui vous parvient, combien de temps faut-il entre cette demande et la livraison dans un hôpital? Alors en fait, ça dépend du type de ventilateur et on y reviendra un petit peu après. C'est-à-dire que pour fabriquer un ventilateur, en fait, c'est relativement rapide. Un ventilateur de réanimation, il faut à peu près une demi-journée. Et un ventilateur de domicile, il faut à peu près une demi-heure. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, la thématique, c'est les composants et ce sont les gens. Et donc aujourd'hui, parce que il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis longtemps, on livre encore assez rapidement, notamment les ventilateurs de domicile, mais j'expliquerai ça tout à l'heure. Ça se fait en quelques jours. Les ventilateurs de réanimation, il y a déjà des semaines d'attente. Est-ce que vous imaginez des demandes multiples de gouvernements européens dans les prochains jours? Ah, mais c'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que nous qui connaissons particulièrement bien le marché allemand pour être un groupe allemand, on a des commandes avec des réquisitions de la fabrication qui ont été faites par l'Allemagne en fait. Et de nombreux pays font ça.
On a vu au Royaume-Uni le gouvernement solliciter même les constructeurs automobiles du pays en leur demandant de modifier leur chaîne de production pour fabriquer, comme en temps de guerre, des respirateurs. Est-ce qu'on peut se retrouver dans cette situation de devoir réquisitionner, de faire appel à d'autres groupes industriels ? Alors, très honnêtement, moi, j'y crois pas, parce que la spécificité des ventilateurs est telle que faire fabriquer des choses très spécifiques par des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est compliqué. Il y a énormément de composants très particuliers. La solution est probablement ailleurs. En l'occurrence, par exemple, du matériel chinois, comme celui que l'on a vu arriver en Italie la semaine dernière. Alors, pourquoi pas? C'est-à-dire que il y a du matériel en cas de crise mondiale comme ça. De toute façon, nous, Européens, on a énormément livré la Chine. Et donc, s'il y a des produits qui viennent d'ailleurs, pourquoi pas? Mais il y a aussi d'autres alternatives. C'est-à-dire que, en fait, on a l'habitude de, comme vous disiez tout à l'heure en préambule, en fait, il y a différents types de ventilateurs, anesthésie, réanimation, etc., etc. Et en fait, les détresses respiratoires aiguës, elles sont habituellement prises en charge par des ventilateurs de réanimation et dans des unités de réanimation. Et ce sont à la fois les endroits et les ventilateurs les plus adaptés. En revanche, il existe d'autres types de ventilateurs, par exemple les ventilateurs de domicile, qui, moyennant quelques adaptations assez simples, sont capables de prendre en charge de façon, je dirais, optimale pratiquement, des mêmes détresses respiratoires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont un petit peu manquer, il va y avoir du monitoring en moins, etc., etc. Mais est-ce que on est capable de prendre en charge des détresses respiratoires avec un ventilateur de domicile? La réponse est oui. Je vous donne un autre exemple. Très rapidement. Est-ce qu'on peut rouler avec un 4x4 sur la route ou vice-versa? La réponse est oui. Et donc, je vous donne juste parce que ça me paraît essentiel, c'est quand je disais tout à l'heure qu'on avait à peu près 1000 à 1500 ventilateurs de réanimation en France chaque année en consommé, et il y a sur les ventilateurs de domicile, il y en a 20 000 tous les ans. Et donc notre capacité à produire du ventilateur de domicile, elle est beaucoup plus importante. Et donc, il y aura forcément une adaptation et une bascule qui sera faite au niveau des gouvernements, on l'a compris, grâce à vous, Christophe Henze. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur général France de l'entreprise allemande Lowenstein Medical, l'un des grands groupes qui fabrique ces ventilateurs et ces respirateurs artificiels indispensables dans les prochains jours et déjà désormais dans plusieurs pays du monde, dans les hôpitaux. Un monde d'avance et à distance. Bonsoir Claude Guibal. Bonsoir Nicolas. Confinement, dépistage, chaque pays applique sa propre stratégie dans la lutte contre le coronavirus, et à mesure que la crise sanitaire se développe, on commence à s'apercevoir que certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Un exemple éloquent avec vous, Claude, c'est Taïwan, et ce malgré sa proximité avec la Chine. Oui, Taïwan, un territoire à moins de 200 km des côtes chinoises. Et quand je dis territoire, Nicolas, c'est parce que Taïwan, en fait, est officiellement revendiqué par la Chine et donc pas reconnu en tant que pays par les Nations Unies. En attendant, 1,5 million de Taïwanais vivent en Chine, 3 millions de Chinois viennent chaque année à Taïwan, les échanges sont soutenus et pourtant, Taïwan semble parvenir à contenir l'épidémie. Dimanche, on n'en était qu'à une 60aine de cas et 1 mort pour 23 millions d'habitants. Et comment ça s'explique ? Alors ça s'explique par une super réactivité qui s'explique d'abord par la méfiance envers la Chine. Dès les premières rumeurs d'une maladie inconnue à Wuhan, Taïwan s'est douté de quelque chose et a mis en place des mesures drastiques de quarantaine pour les voyageurs. Et le 31 décembre, lorsque la Chine a enfin communiqué ses premières informations à l'OMS, Taïwan de son côté avait déjà enclenché un plan d'urgence. Et ce plan d'urgence, il est le résultat de l'expérience acquise par Taïwan lors de 2 crises majeures, le SRAS en 2003 et la grippe aviaire en 2009. C'est-à-dire que Taïwan était préparé en quelque sorte. Oui, préparé car finalement l'épidémie de SRAS notamment a été à l'origine d'une gigantesque crise avec de nombreux morts, une véritable terreur à Taïwan, et cela sans pouvoir bénéficier d'un échange particulier avec l'OMS notamment, puisque sous la pression de Pékin, toujours, Taïwan n'a pas le droit même au statut d'observateur indépendant dans cette institution. Alors Taïwan, depuis cette crise, a pris les choses en main, a mis en place un centre de commandement central en cas d'épidémie qui regroupe des autorités scientifiques et politiques et qui a un rang surministériel en fait lorsqu'il est activé. Il surpasse donc certains ministères pour prendre des décisions. Et cette crise a aussi permis à Taïwan de réfléchir à une liste de mesures essentielles.
Une centaine de mesures, Nicolas, qui couvrent tout, l'éducation, l'économie, l'information et bien sûr la santé. Ça va du dépistage massif à la traçabilité très intrusive, certes, des malades. Des politiques publiques faites à la fois de transparence et de contraintes, dont Taïwan regrette que l'OMS ne se soit pas plus vite inspiré à cause du blocage de la Chine dans cette institution. Et pourtant, les résultats, eh bien, ils parlent. Des résultats dus aussi au civisme des Taïwanais pour qui la vie continue aujourd'hui sans confinement. Le monde avance, c'était Claude Guibal. Le Conseil France Info. France Info vous accompagne durant cette période de confinement inédite et tous les jours vous allez retrouver sur notre antenne les conseils de nos invités, de nos spécialistes, des conseils lecture, musique, série, parce qu'il faut continuer à se faire plaisir évidemment autant qu'on le peut vu les contraintes. Et ça passe aussi par les repas et la chef Hélène Darroze sera avec nous tous les jours pour nous donner ses conseils. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Alors pas de cantine, plus de cantine pour les enfants, plus de restaurants pour les adultes. Est-ce qu'on panique si on n'est pas un as de la gastronomie? C'est l'occasion de cuisiner soi-même, d'apprendre si on ne sait pas. C'est l'occasion au contraire de montrer ses talents dans son art. Et c'est l'occasion, mais inédite justement, de faire participer les enfants, de les faire cuisiner avec nous, et puis surtout justement de les éduquer un peu sur ce qui est un bon produit, sur ce qui est une cuisine de saison, sur ce qui est une cuisine de partage, parce qu'il va falloir partager aujourd'hui ce moment autour de la table, donc autant partager aussi le moment où on va cuisiner. Et cuisiner des plats de partage, justement. Alors vous parlez de talent, quand on en a comme vous, on imagine que c'est plus facile, mais bon, ceux qui découvrent, qui tâtonnent un petit peu, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme règle de base? Comment on imagine des repas matin, midi et soir pour toute une famille? On a la chance encore de pouvoir sortir pour aller chercher de l'alimentation, donc en plus dans des petits commerces de quartier de proximité, donc ça c'est super, et on peut y aller simplement. Moi tous les jours je vous donnerai des petites recettes, des conseils sur ces produits de saison, mais on va le faire le plus simplement possible, c'est la meilleure façon de réussir un plat. Alors est-ce qu'on commence maintenant? Est-ce que vous avez une recette justement pour nous prouver que c'est simple? Voilà, moi je vais vous dire ce que j'ai fait au déjeuner aujourd'hui, une épaule d'agneau, et c'est sûr que ça peut paraître un casse-tête de la cuisiner, mais pourtant il n'y a rien de plus simple. Voilà ce que j'ai fait. Cette épaule d'agneau, je l'ai faite revenir dans un feu. Alors moi j'utilise de la graisse de canard, ça peut être de l'huile d'olive ou de l'arachide, peu importe. Je l'ai faite revenir pour qu'elle soit un peu colorée dans un plat de cuisson, dans de la matière grasse. J'ai ajouté des gousses d'ail, des feuilles de laurier, et j'ai mis au four comme ça, tout simplement, à très basse température, 150-160 degrés, ce qui va correspondre à un thermostat 5-6 sur ceux qui ont un thermostat de la sorte. Et j'ai laissé cuire comme ça pendant 3 heures d'abord, et puis au bout de 3 heures, j'ai rajouté 2 petites pommes de terre, des oignons nouveaux, des petites pommes de terre, et j'ai laissé comme ça 45 minutes de plus, et tout a cuit ensemble, et à cela, je vais le mettre sur la table, et c'est tout simple, voilà, il n'y a rien besoin de plus. Et on va en profiter grâce à vous et grâce à vos conseils. Merci beaucoup Hélène Darroze, et je vous dis à demain pour de nouvelles idées recettes. On vous retrouvera tous les jours sur France Info pour nous accompagner. Merci à vous. Et l'info bleue s'arrête ce matin dans le Cotentin où, comme partout ailleurs, les professionnels de santé sont en première ligne face au virus. Ainsi, chez les spécialistes, des mesures ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus. Pierre Coquelin, le maître mot, c'est l'urgence. Oui, des cabinets qui restent ouverts uniquement pour les urgences douloureuses. Par exemple, une rage de dents. Le premier réflexe, c'est d'abord de téléphoner. Une liste va être ainsi mise en place pour éviter de mettre en contact des patients les uns avec les autres. Pour le reste, comme un appareil cassé, toutes les opérations sont déprogrammées. Les chirurgiens dentistes pointent du doigt leur protection, comme le souligne François Corbeau, le président du conseil régional de l'ordre des dentistes est basé à Bressay, dans le Sud-Manche. Nous sommes à 10 ou 15 cm de la cavité buccale, et quand nous utilisons
ils ont une turbine, il y a un aérosol, une nébulisation qui se produit et qui passe à travers les masques chirurgicaux, parce que nos masques chirurgicaux n'ont pas des pores suffisamment petits pour bloquer le virus. Donc nous prenons des risques importants. Hier, l'Agence régionale de santé a souhaité rassurer les professionnels. Un arrêté a été pris ce week-end pour les fournir en masques. Christine Gardel est la directrice de l'ARS Normandie. Il y aura des masques qui seront livrés aux professionnels de ville, dont les chirurgiens dentistes. Ils iront les chercher dans les officines de pharmacie. Normalement, on attend des livraisons au milieu de la semaine. Petit à petit, un système de garde va être organisé dans le département. Il doit être calqué sur le modèle du dimanche, avec un dentiste référent par secteur. Pierre Coquelin de France Bleu Cotentin. Minuit, 5h, c'est la nuit sur France Info. France Info, il est minuit et demi. Le nombre de cas de coronavirus double tous les 3 jours en France, affirme Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. On compte 175 morts, 700 cas graves hospitalisés en réanimation. Et Jérôme Salomon insiste, si vous êtes malade, préférez la consultation d'un médecin à distance grâce au système de la téléconsultation. Privilégier cette prise en charge à distance quand elle est possible, c'est vraiment le mot d'ordre pour les patients, pour les médecins et pour les infirmiers de ville. Infirmiers de ville qui pourront réaliser le suivi à distance des patients en télésuivi. Les médecins pourront prescrire ce suivi infirmier à distance pour les patients qui en relèvent. Seront également permises les consultations à distance réalisées par les sages-femmes pour que les femmes enceintes qui n'ont pas envie de sortir, et elles ont bien raison, puisqu'elles font partie des populations fragiles à protéger au maximum, puissent rester à domicile autant que possible et éviter donc les transports et éventuellement les contacts avec d'autres personnes et les sites hospitaliers dont on sait qu'ils sont maintenant potentiellement dangereux si on se retrouve à croiser des malades qui viennent à la même consultation, de même qu'on ne doit pas croiser des malades dans une salle d'attente. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et ces téléconsultations seront prises en charge à 100% à partir de ce mercredi, prises en charge par l'assurance maladie. Le Premier ministre, lui, n'exclut pas les nationalisations pour lutter contre les effets du coronavirus sur l'économie. Dans le cas d'Air France, par exemple, l'État est prêt à prendre ses responsabilités en tant qu'actionnaire, dit-il. En revanche, pas question d'interdire les licenciements. Interdire de licencier, je ne crois pas que nous en arrivions là. Ce que nous voulons faire, c'est qu'il ne soit pas utile de licencier. C'est d'essayer de faire en sorte que l'entreprise puisse continuer son existence de façon à pouvoir poursuivre, le moment venu, son activité. L'interdiction administrative des licenciements, comme elle a pu exister, elle n'est, je crois, jamais une solution totalement satisfaisante. En revanche, l'aide à l'entreprise, l'aide aux salariés, pour faire en sorte que la structure, que ce soit une toute petite entreprise, quasiment unipersonnelle, ou avec 2 salariés, ou avec 10, 100, et parfois les grandes entreprises, puisse être préservée. Et il va y avoir beaucoup de menaces pour les toutes petites entreprises, c'est évident, et pour les très grandes également. On sait que dans le transport aérien, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont avoir beaucoup de mal à passer cette crise, et l'État, la France, le gouvernement est prêt à les aider, les compagnies nationales, pour faire en sorte qu'elles
qu'elles ne disparaissent pas pendant cette crise et qu'elles puissent ensuite repartir. Édouard Philippe sur France 2 ce soir, interrogé sur la polémique lancée par Agnès Buzyn dans les colonnes du journal Le Monde. Le Premier ministre assume parfaitement d'avoir organisé le premier tour des municipales dimanche. C'était l'avis des scientifiques. Et puis on connaissait Roland Garros sous la chaleur du début de l'été. On va découvrir les cours de tennis sous les couleurs de l'automne puisque la compétition est reportée toujours pour cause de Covid-19. Ce sera du 20 septembre au 4 octobre. L'Euro 2020 de foot, lui, est reporté carrément d'1 an. La compétition va se jouer en juin 2021. Et puis il n'y aura pas de Paris-Roubaix non plus. Annulation également du Tour des Flandres et de la course Liège-Bastogne-Liège. Il est minuit 33 sur France Info. France Info Météo, avec le CIC, partenaire d'une PME sur 3 en France, et de tous ceux qui entreprennent le changement. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Le temps avec Jean-Paul Amand. En fin de nuit, la grisaille sera souvent présente sous forme de nuages bas ou de bancs de brouillard. Ces brouillards seront parfois épais, notamment dans les plaines du sud-ouest, le Val-de-Saône et la plaine d'Alsace. Toute cette grisaille va évoluer favorablement avant la mi-journée pour laisser la place à d'assez belles éclaircies. Et puis cet après-midi, le ciel sera partagé entre cumulus inoffensifs et belles éclaircies dans la moitié nord du pays. Prévoyez un peu plus de nuages vers la côte d'Opale. En revanche, l'ensoleillement sera très généreux au sud de la Loire. Les températures au lever du jour seront comprises entre 2 et 10 degrés. Les maximales cet après-midi évolueront entre 14 et 21 degrés, avec 14 degrés à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à La Rochelle et Nice, 18 dans la capitale, comptez 19 à Bourges, 20 à Dijon, 21 à Toulouse et 22 degrés à Bordeaux, comme à Biarritz. Minuit 5 heures, c'est la nuit sur France Info. 18h50, France Info. Jean-François Guilly. L'invité du 18h50 de France Info, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur le confinement instauré depuis midi en France qui semble progressivement respecté. Oui, moi je pense que les Français ont compris que c'était collectivement que nous en sortirions. La France est résiliente parce que les Français sont capables de s'oublier eux-mêmes pour penser au collectif. On a vu le week-end dernier qu'il y avait trop de rassemblements nombreux, et qui a pris des décisions suite au conseil scientifique, et je crois qu'il a bien fait. C'est des contraintes, ce sont des contraintes. Nos concitoyens, évidemment, rester chez soi pour certains, d'autres sont obligés d'aller travailler. Il faut toujours une pensée pour les professionnels de santé, puis pour d'autres, pour les industries agroalimentaires, les agriculteurs, la GMS, la grande distribution, qui nous nourrit, parce que l'alimentation est une priorité. Et voilà, je pense que nos concitoyens ont compris que c'était sérieux et qu'il fallait respecter les consignes. Une confirmation avec ces images de nombreuses rues désertes dans les grandes villes de France et cette absence totale de ralentissement sur les routes, par exemple ce soir en Île-de-France. Vous avez en revanche constaté, comme nous, ce phénomène de ruée sur les commerces alimentaires, les supermarchés, malgré les appels à ne pas s'y précipiter. Oui, et je pense que c'est naturel, et à la fois je veux lancer un message à nos concitoyens. C'est naturel parce que lorsque l'on craint qu'il y ait des grandes difficultés, peut-être des ruptures de stock, eh bien nos concitoyens ont fait des stocks, mais des pâtes, du riz, de l'huile, tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas de problème particulier. Et il faut de la sérénité, il faut retrouver des comportements naturels, et je ne mets pas du tout en cause ce qu'ont fait nos concitoyens. Et si on veut que les choses se passent le mieux possible, il faut faire ses courses comme d'habitude, pour 2 jours ou 3 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Les agriculteurs sont dans leur champ, ils font leur travail. Les entreprises agroalimentaires, les PME, les TPE, les industries sont là pour la transformation. Les grandes surfaces travaillent, les coopératives agricoles sont là pour faire le travail d'approvisionnement. Donc tout est en place pour que les choses se passent bien. Il n'y a aucun risque de rupture, il n'y a aucun risque de pénurie. Peut-être si certaines personnes se ruent sur les mêmes produits, il peut y avoir une rupture temporaire. Tant que soit on remette les rayons, on achète des rayons, peut-être que dans tel ou tel produit, telle gamme ne sera pas disponible et une autre. Et moi je veux vraiment parce qu'on a vu là des Français. On a vu là, pardon de vous couper, mais l'équivalent d'1 an de paquets de pâtes achetés en 2 jours seulement, Didier Guillaume. Ça veut dire qu'il faut visiblement le marteler, ce message sur l'absence de risque de pénurie sur la durée.
absolument, il faut absolument le marteler. Quand je vous dis ça, ce n'est pas de la propagande gouvernementale, ce n'est pas le ministre de l'Alimentation qui vous parle. Je parle au nom du gouvernement, mais au nom de l'ensemble de la chaîne alimentaire, des paysans, des entreprises agroalimentaires, de la coopération, de la transformation, comme de la grande distribution. Il n'y a pas de risque de pénurie. Et puis il faut manger des produits frais. Les pêcheurs sont en grande difficulté, on exporte les années en Espagne. Il faut manger des poissons, il faut manger de la viande, il faut manger des protéines, il faut manger des légumes, des légumineuses. Et on n'oublie pas les 5 fruits et légumes par jour, hein, même en cas de confinement. Évidemment, et franchement, je vous dis très sincèrement, si nos concitoyens profitent, puisqu'il y a plusieurs millions de Françaises et de Français qui ne mangent plus en restauration collective et qui vont manger à la maison. S'ils en profitent pour avoir ces repas équilibrés, pour acheter des fruits et légumes, pour acheter des poissons, pour acheter de la viande, pour acheter des protéines, des légumineuses, eh bien les choses iront bien. Parce que l'alimentation, c'est une des deux priorités de nos concitoyens avec la santé. L'alimentation, c'est la santé. Didier Guillaume, beaucoup plus sérieusement, ces commerces alimentaires, ce sont aussi des caissières, des employés qu'il faut protéger. Et en l'occurrence, depuis quelques jours, on voit très peu de masques dans ces supermarchés. Oui, alors, nous travaillons beaucoup évidemment avec la Fédération de la grande distribution, avec tout le monde. Aujourd'hui, l'ensemble des grandes surfaces ont des responsabilités, leurs responsabilités. Ils mettent des plexiglas, ils mettent des casquettes, des visières, etc. Il y a un problème aujourd'hui qui est un problème psychologique. On sait très bien que celui des masques de protection, la règle, la guerre, donc les chefs, c'est vraiment ce qu'il faut, les chefs, c'est trop les scientifiques. Les masques sont réservés, les masques de protection sont réservés à la aux médecins, aux chirurgiens, à celles et ceux qui pourraient infecter, qui doivent travailler. Et maintenant, évidemment, tout est fait pour essayer d'avoir des protections et pour que les hôtesses de caisse puissent avoir des masques. Aujourd'hui, il y a un guide de bonne pratique qui a été fait par l'ensemble des grandes surfaces de France et nous essayons de voir s'il y a la possibilité que les entreprises françaises soient en train de fabriquer des masques qui sont des masques en tissu à grande quantité qui pourraient être fournis à ces caissières, mais également comme dans les PME des entreprises agroalimentaires, lorsqu'on est dans des grands comme Danone ou d'autres, lorsqu'on est dans une petite PME, lorsqu'on fait de la transformation de produits, il faut se protéger. Et c'est aussi une question d'égalité, Didier Guillaume, parce qu'en l'occurrence, près de 9 infirmières sur 10 sont des femmes, que 90% des caissières sont des femmes et que ça concerne aussi les enseignantes avec les enfants et le personnel dans les EHPAD. Je voudrais vous dire un mot forcément aussi, Didier Guillaume, des déclarations d'Agnès Buzyn, qui s'est confiée au journal Le Monde, l'ancienne ministre de la Santé, qui dit avoir averti dès la fin du mois de janvier le président de la République et le Premier ministre du risque de devoir annuler les élections. Des membres de l'opposition s'interrogent clairement sur cette déclaration. Y a-t-il eu des manquements de la part du gouvernement? Écoutez, je ne peux pas dire, je ne pense pas. Le président de la République a pris ses responsabilités en fonction de ce que disaient les scientifiques, les épidémiologistes, les médecins. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire l'article du Monde. On est en conférence téléphonique tout l'après-midi. Mes collaborateurs m'ont dit ça. Je ne peux pas réagir à chaud là-dessus. J'en ai l'occasion de réagir, mais je ne sais pas exactement ce qu'a dit Agnès Buzyn. Ce que je sais, c'est que lorsque j'entends Olivier Véran, lorsque j'entends le professeur Fernand, qui est le directeur général de la santé, le président de la République, la mesure. Attention, travaux sur votre route. Situation, mais en même temps, il faut sortir de notre petit coin, de notre quartier. Il faut sortir des peurs, des phobies. Cette épidémie, cette pandémie, elle est mondiale. Quand on voit ce qui se passe en Chine, en Italie et ailleurs, et voilà, il faut savoir qu'il y a des risques, que ces risques ont été jugés, que en fonction des données scientifiques, les chefs d'État et de gouvernement ont pris leurs responsabilités. Donc moi, je pense que l'heure n'est pas à la polémique, l'heure est à gagner la guerre. La guerre, personne en face, c'est pas la guerre, c'est pas la vie. Il faut gagner la guerre, on la gagnera grâce au système de santé qu'on ne remerciera jamais assez, qu'on ne soutiendra jamais assez. On la gagnera aussi si tous nos compatriotes, tous nos concitoyens font les bons gestes, mettent les barrières qu'il faut, ne rencontrent pas plus de 5 personnes par jour, font bien ces mesures de confinement. Si nous faisons cela, nous pouvons penser que le pic épidémique pourra être reculé et puis nous pourrons gagner, parce que de toute façon nous allons gagner cette guerre, mais elle sera plus ou moins longue en fonction de la mobilisation générale. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, invité ce soir du 18-50 de France Info. Merci à vous. C'est mon boulot.
passe en revue les bonnes pratiques et les moins bonnes avec vous. Oui, et pour cela, j'ai interrogé un expert. Il est directeur de l'ingénierie pour Oracle. Il gère une centaine de personnes présentes sur les 5 continents qui travaillent depuis des années ce qu'on appelle en total remote, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, qu'ils ne se voient jamais, ils sont en télétravail total. Julien Delon affirme tout d'abord que le télétravail exacerbe les défauts et les qualités d'une entreprise et d'une équipe. Si elle est malsaine, le télétravail va être catastrophique. Si elle est bonne, la vélocité de l'équipe va être multipliée par 2. Le manager trop porté sur le contrôle va appeler toutes les heures. Le salarié démotivé ne va plus rien faire. Et l'hyper motivé, lui, il va risquer le burn-out. Il y a des conseils pratiques à respecter. Oui, le premier concerne la santé. Quand on travaille de chez soi, on marche beaucoup moins parce qu'on n'a plus de trajet, ni même de petites marches dans les couloirs de l'entreprise pour aller à la photocopieuse ou à la machine à café. Au bout de 3 mois, on a tous pris des kilos, assure Julien Delon. Il faut donc faire de l'exercice chez soi, s'étirer, prendre soin de son dos notamment. Ça commence en investissant dans un siège digne de ce nom. Et quels sont ces conseils pour manager des salariés à distance? Alors Julien Delon préconise de remplacer les réunions téléphoniques par des appels individuels courts de 2-3 minutes. Au cours de ces appels, on prend des nouvelles du salarié, on s'intéresse véritablement à sa vie et on n'est surtout pas dans le contrôle, dans la distribution des tâches, mais on développe l'autonomie. Comment? Eh bien, en redonnant la vision à moyen et à long terme, en parlant stratégie, beaucoup plus que de tactique. Mais comment faire pour partager tous ensemble? Alors, il faut faire régulièrement via Skype ou mieux via Zoom des moments de partage où l'on parle de tout et de rien. Julien Delon me disait que vendredi dernier, sa centaine de salariés avaient passé pas moins de 5 heures connectés à simplement bavarder et même à jouer de la musique tous ensemble. C'est mon boulot avec Philippe Duport sur France Info. Merci Philippe. Le club des correspondants, Julien Anglais. Le club des correspondants qui prend d'abord ce soir la direction du Royaume-Uni qui semble hésiter dans sa stratégie de lutte contre cette épidémie. On retrouve le correspondant bien sûr de France Info à Londres, c'est Antoine Gignot. Bonsoir Antoine. Alors Antoine, il pourrait y avoir chez vous dans les prochaines semaines 55 000 malades du coronavirus. En tout cas, ce sont les dernières estimations. C'est ce que disent les experts. Pour l'instant, on approche des 2000 malades recensés par les médecins, essentiellement à Londres. 71 décès liés au coronavirus, mais l'épidémie pourrait faire entre 20 000 et 250 000 morts en fonction des mesures mises en place par le gouvernement. Pour l'instant, toujours aucune interdiction de rassemblement, de voyage. Les écoles, les universités restent ouvertes, mais le Premier ministre Boris Johnson continue d'appeler les Britanniques à la responsabilité. Il demande, comme hier, à tous les habitants d'éviter les voyages et les contacts qui ne sont pas nécessaires. Plus nous suivons les conseils de nos experts, plus nous avons de chances de ralentir l'épidémie, explique Boris Johnson. Le virus, dit-il, est un ennemi mortel, mais nous savons aussi comment le battre. Nous avons besoin d'unité nationale. En parallèle, le gouvernement annonce un plan d'aide de près de 35 milliards d'euros pour soutenir l'emploi, le commerce, les services. Une partie des chefs d'entreprise n'auront pas de taxes professionnelles à payer cette année. Ils pourront recevoir jusqu'à 30 000 euros de subventions et avoir des prêts préférentiels à la banque. Alors comment réagissent les Britanniques, Antoine? Ils sont un peu interloqués par le changement de stratégie parce que la semaine dernière, le gouvernement nous expliquait qu'il fallait développer une immunité commune, laisser le virus se répandre pour que la population développe des anticorps, pour qu'on évite un pic de contamination. L'idée, c'était de lisser le plus possible la maladie et puis on est passé à ces recommandations, ne plus voyager, éviter les contacts. Évidemment, ce n'est pas suivi par tout le monde. Il y a encore ce soir dans Londres des pubs, des restaurants ouverts, même si beaucoup ont fermé leurs portes. Et puis il y a eu ce matin une véritable razzia dans les magasins sur les produits de première nécessité, les pâtes, les mouchoirs en papier. La véritable question, en fait, c'est celle de la capacité des hôpitaux à faire face. Personne ici n'a oublié l'hiver 2017, les files d'attente aux urgences, les morts à l'entrée des hôpitaux dans les ambulances, faute de lits suffisants. Et un médecin en chef du NHS qui dirige le système de santé explique qu'il y a déjà eu 44 000 tests, que les efforts vont s'intensifier, mais demande aussi plus de moyens, plus de masques, plus d'oxygène, plus de possibilités de soigner des malades. Il y a en parallèle une pétition qui circule avec déjà près de 20 000 personnes qui ont signé ce texte qui demande que les médecins
médecins et les infirmières soient testés dès qu'ils présentent des symptômes, car ce n'est toujours pas le cas pour l'instant. Un tout dernier mot, Antoine, avec des étudiants chinois pris pour cible chez vous et qui dénoncent une montée du racisme. En particulier à Manchester, à l'université de Manchester, où la plupart des étudiants chinois, on en compte 120 000 environ sur le territoire britannique, restent à l'intérieur des locaux et expliquent qu'ils ont été victimes soit de menaces, soit d'intimidation. Certains ont pris des coups à l'extérieur dans la rue parce qu'ils portaient des masques et on leur a reproché leur nationalité, on leur a reproché d'avoir répandu le virus. Évidemment, ces phrases qui ont été prononcées ont été très mal vécues et reprises ce soir par la totalité de la communauté des étudiants chinois, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer une situation inacceptable. Merci beaucoup Antoine Gignot, correspondant permanent de France Info à Londres. Nous partons tout de suite pour Moscou, retrouver Claude Brouillot. Bonsoir Claude. Bonsoir Julien. Correspondant permanent de France Info en Russie. La Russie, Claude, on a du mal à avoir des informations exactes sur le pays. En tout cas, ça semble être le seul grand pays à être relativement épargné pour l'instant par l'épidémie. La Russie vient de fermer toutes ses frontières jusqu'au 1er mai. Comment, Claude, les autorités russes expliquent-elles le fait qu'il y ait jusque-là aussi peu d'habitants touchés par le virus? Alors écoutez, pour Vladimir Poutine, si la situation est donc officiellement à ce point sous contrôle, la raison en est simple. La Russie a fermé très tôt ses 4000 km de frontière avec la Chine, au risque d'ailleurs de s'attirer la réprobation de son grand voisin. Depuis, eh bien, les autorités du pays ont fait de même progressivement à l'ouest, en imposant des régimes de quarantaine à tous ceux qui revenaient des pays à risque. Ce qui fait que ce soir, officiellement, en tous les cas, la Russie ne dénombre que 114 cas de personnes infectées, dont seulement 53 à Moscou, dans une agglomération de 16 millions d'habitants. Les services concernés précisent que 104 cas, donc sur ces 114, ont été importés, ce qui rend les pouvoirs publics assez méfiants depuis vis-à-vis des voyageurs récemment revenus en Russie, puisque 16 000 d'entre eux feraient actuellement l'objet d'un suivi. Alors, pour autant, Vladimir Poutine a appelé, Claude, ses concitoyens à faire preuve de discipline et à respecter les dernières mesures prises pour éviter que la Russie ne connaisse la même situation qu'en Europe occidentale. Absolument, car derrière cette satisfaction quasi officielle, il y a tout de même progressivement de vraies restrictions qui sont mises en place. Le président russe a demandé une organisation concertée, alors que par exemple le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, prend les devants. Les théâtres, salles de spectacle seront fermés dès cette semaine et jusqu'au 10 avril. Cette semaine encore à Moscou, les parents ont le choix entre envoyer leurs enfants à l'école ou bien les garder chez eux. Mais à compter de la semaine prochaine, tous les établissements scolaires seront fermés jusqu'au 12 avril. Quant aux rassemblements, ils sont désormais interdits au-delà de 50 personnes. Enfin, pour les compétitions sportives, vous savez que la Russie avait maintenu jusqu'à avant-hier toutes les rencontres disputées en football, par exemple, devant parfois plusieurs milliers de personnes. Et bien ce soir, la décision a été prise de tout suspendre, encore une fois jusqu'au 10 avril. Et si la situation devenait vraiment critique, eh bien, un hôpital temporaire de 500 lits est en construction à l'ouest de la capitale et un plan de mise en quarantaine pourrait être appliqué, incluant notamment la fermeture du métro de Moscou, par lequel tout de même transitent chaque jour plus de 3 millions d'usagers. Et comment réagissent les Russes, Claude ? Alors pour l'instant, tout se passe plutôt dans le calme, mais on commence tout de même à voir certains ailleurs de grande surface se dégarnir assez nettement. C'est d'ailleurs l'autre crainte du pouvoir russe, à cause de la situation générale dans les pays fournisseurs, qu'ils soient d'Europe ou d'Asie. Eh bien, les conditions d'approvisionnement dans certains secteurs pourraient se dégrader, raison pour laquelle le Premier ministre Mishustin a demandé, au milieu des fermetures de frontières, l'instauration de couloirs verts par les douanes russes, afin de faciliter le passage des marchandises nécessaires à la Russie. Mais globalement, on sent ce soir, à cause du coronavirus, pas véritablement de fortes tensions à Moscou aujourd'hui. Merci beaucoup Claude Brouillot, correspondant permanent de France Info en Russie, dans le club des correspondants ce soir. Bonjour Louis Chédid. Alors hier soir, on a notre président de la République qui a fait une allocution qui nous a annoncé un confinement qui allait durer pour l'instant 15 jours. Il a parlé de guerre. Comment vous l'avez ressenti? Nous sommes en guerre contre un virus. Nous sommes en situation de replier chez nous et de ne plus en sortir ou d'en sortir le moins possible. Moi, j'ai pas envie de polémiquer sur les mots puisque je pense que c'est une situation tellement complexe et tellement inédite
Je pense que ça va être tellement difficile à gérer de savoir quoi faire exactement la première fois que ça arrive. Comment vous vivez ce confinement, vous? Comment vous allez le vivre d'ailleurs? Est-ce que vous êtes entouré? Vous avez décidé de le vivre à quel endroit? Moi, je suis parti de Paris, comme beaucoup de gens, je crois. Je n'avais pas envie de rester à Paris. Donc, je suis parti dans le sud où j'ai la chance d'avoir un endroit. Alors évidemment, c'est ce qu'il y a de agréable, c'est qu'il y a la nature autour, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a la vie quoi, qui bouge autour de nous. Moi, je respecte complètement ça, le confinement et tout ça, parce que je n'ai pas envie de le attraper d'abord, évidemment, mais surtout de le filer aux autres, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment pas si complexe à observer. C'est-à-dire qu'il faut changer ses habitudes, mais c'est vrai que ça permet de faire des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, c'est-à-dire de se retrouver d'abord en face de soi-même, qui n'est pas courant, enfin, c'est une contrainte, c'est une obligation. Et pour revenir un peu à l'essentiel, comment vous communiquez d'ailleurs avec les vôtres, Louis Chédid, vous qui avez une famille qui est très soudée? Vous savez, il y a quand même des moyens d'être Skype. Moi, je suis Skype ou FaceTime ou voilà, enfin tous les visios, ce qu'on appelle la visioconférence. Et alors donc on se fait ça, même on a plutôt tendance à s'appeler plutôt comme ça que seulement par le téléphone. Donc on se voit, on se parle, on échange, on rigole, on analyse la situation aussi évidemment, parce que dans la famille il y a des degrés il y en a certains qui sont plus angoissés par ça que d'autres, donc on essaye de rassurer. Est-ce que vous êtes angoissé vous d'ailleurs, Louis Chédid? Est-ce que ça vous fait peur? Non, c'est bizarrement, je crois que c'est difficile et je comprends justement parce qu'on a reproché aux Français de ne pas réagir assez vite ou de ne pas être suffisamment discipliné, etc. J'aimerais dire quand même que c'est quelque chose qui est tellement irréel que je peux comprendre qu'il y ait eu un petit moment de latence. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde est au taquet là-dessus maintenant, mais même encore aujourd'hui, je veux dire, moi j'ai du mal à me dire que on est dans une situation pareille. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à la chose, quoi. C'est pas quelque chose de naturel. Je pense que si on observe les consignes et si on les observe à la lettre, je pense que les choses vont se résorber, quoi. Louis Chédid, votre album vient juste de sortir, Tout ce qu'on veut dans la vie. Il a été salué par la critique, par le public également. Là, vous étiez en passe de lancer votre tournée. Elle est mise en suspens. Ce matin, on pouvait lire sur vos réseaux sociaux que c'était un crève-cœur pour vous. Comment vous le vivez ce moment-là, de chômage technique? Moi, je sais qu'on était en train de répéter, et puis du jour au lendemain, tout s'est arrêté, quoi. Mais bon, c'est une goutte d'eau par rapport à la complexité de la chose, hein. Je veux dire, je relativise complètement. Non, je le dis comme un moment suspendu, et je vous dis pas que ça me fait plaisir, parce que j'attendais ce moment de remonter sur scène et de retrouver les gens et tout. Donc j'étais très content de repartir, comme tout le monde, quoi. Mais après, je pense que c'est des moments, justement, où on peut profiter énormément de lire des choses, profiter de ces 15 jours ou un mois, je sais pas combien de temps ça va durer, personne ne le sait pour l'instant, pour faire peau neuve un peu. Je pense qu'on peut profiter de ces moments-là pour arrêter, se mettre un peu sur pause et puis regarder autour de soi et puis se dire bon ben voilà ce que je suis, voilà où je vais, voilà ce dont j'ai vraiment envie, se poser ce genre de questions, on n'a jamais le temps de se les poser, quoi. En tout cas, moi je sais que ça va me faire du bien. Est-ce que vous avez un livre que vous pourriez nous donner envie de lire? Je suis un amoureux inconditionnel d'Alexandre Dumas, donc en 15 jours on peut se lire les 2 tomes de Monte Cristo par exemple. Pour moi c'est un des très très grands livres, les pages se tournent les unes après les autres, les personnages sont éblouis, l'histoire est formidable, enfin voilà, c'est comme un thriller, quoi, vous ne pouvez pas le lâcher. Pour terminer, Louis Chédid, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Quel message d'espoir vous pourriez nous donner pour toutes celles et ceux qui nous écoutent? Je pense que ça va être un bouleversement dans la vie de l'humanité, on ne le dira plus, je pense, avec la même vision des choses après ce cataclysme, je dirais, parce que c'en est un. Moi, je vois une partie, en tout cas, de l'humanité en sortir, comme d'habitude d'ailleurs, après des moments de grand chambardement comme ça, en sortir beaucoup plus fort qu'avant, avec des valeurs beaucoup plus fortes qu'avant aussi. Merci beaucoup, Louis Chédid. Je rappelle que votre album vient de sortir, Tout ce qu'on veut dans la vie. Moi, je conseille de l'écouter parce qu'il fait du bien, il est rempli d'optimisme. Et puis, affaire à suivre pour vos dates de concert, on sera là. Merci beaucoup. Au revoir, Elodie. Apaiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cil, écouter battre son cœur et mourir de bonheur.
votre route. Après l'annonce de la fermeture de toutes les... France Info. Et tout est plus clair. Il est 1h, le flash Paul Certilange. La France entre dans son deuxième jour de confinement, mesure qui durera au moins jusqu'à fin mars pour enrayer l'épidémie de coronavirus dont le bilan est désormais de 7700 cas recensés et 175 morts. Édouard Philippe, en direct sur France 2 hier soir, a rappelé les consignes. Restez chez vous, ne sortez que pour faire vos courses, voir votre médecin ou vous déplacer à votre travail quand vous ne pouvez pas faire autrement. Systématiquement, vous devez vous munir d'une attestation sur l'honneur téléchargée sur le site gouvernement.fr. 100 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Si vous êtes contrôlé sans, à partir d'aujourd'hui, l'amende passe de 38 à 135 euros. Le Premier ministre a aussi évoqué la crise que subissent les entreprises à cause de l'épidémie. Il a écarté l'idée d'interdire les licenciements, mais n'a pas exclu, en revanche, les nationalisations, assurant que pour la compagnie aérienne Air France, l'État était prêt à prendre ses responsabilités en tant qu'actionnaire. Édouard Philippe qui en a profité également pour répondre à l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle assure dans le journal Le Monde avoir alerté dès le mois de janvier le gouvernement sur la situation du coronavirus, estimant que les élections municipales ne pourraient sans doute pas se tenir. Le maintien du premier tour est parfaitement assumé selon le Premier ministre qui affirme que la décision était fondée sur des motifs scientifiques. Devant la forte affluence, les boulangeries vont pouvoir être ouvertes 7 jours sur 7 grâce à une dérogation du ministère du Travail. Une mesure désapprouvée par les artisans boulangers qui craignent ne pas pouvoir suivre ce rythme. Le Grand Est est la région la plus touchée par l'épidémie de coronavirus. Les unités de réanimation de l'hôpital de Mulhouse notamment sont saturées au point qu'hier, pour la première fois, des hélicoptères et un avion militaire ont dû transférer 15 patients vers l'hôpital de Toulon. Le confinement qui devient petit à petit la norme européenne. Après l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Belgique prend aussi des mesures. Les habitants sont invités à rester chez eux à partir de demain midi jusqu'au 5 avril. Il y a quelques heures, l'Union européenne a annoncé la fermeture imminente de ses frontières extérieures. Décision actée lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Les 27 promettent une nouvelle réunion par visioconférence, encore une fois, la semaine prochaine. Aux États-Unis, l'administration Trump va présenter prochainement au Congrès un plan de relance de l'économie d'environ 850 milliards de dollars. Le président américain propose notamment de supprimer les charges sociales jusqu'à la fin de l'année pour regonfler le pouvoir d'achat des ménages. Dans le milieu du sport, déjà bien à l'arrêt, les annulations ou les reports se poursuivent. Nouvel exemple aujourd'hui, le tournoi de tennis de Roland-Garros prévu mi-mai est décalé à fin septembre. L'Euro de foot, lui, est repoussé d'1 an à l'été 2021. Plusieurs courses cyclistes viennent également d'être annulées. Le Tour de Flandre, le Paris-Roubaix et le Liège-Bastogne-Liège. Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info. L'invité éco. L'invité éco de France Info ce soir, c'est le directeur général en France de l'entreprise allemande Löwenstein Medical. Bonsoir Christophe Enze. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Löwenstein Medical, une grosse entreprise allemande qui fabrique des ventilateurs, mais surtout des respirateurs artificiels, ceux qui sont utilisés pour les hôpitaux, à domicile, également des respirateurs dont on comprend qu'ils seront absolument indispensables face à la crise du coronavirus. Les hôpitaux italiens, par exemple, manquent de ces respirateurs artificiels. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en France dans la même situation ? Alors en fait, c'est une question qui n'est pas très facile, c'est-à-dire que
la question elle est liée aux besoins en France qui ne sont pas très connus, c'est-à-dire que l'ensemble des industriels, c'est pas que l'Orenstein médical, mais l'ensemble des industriels, on a l'habitude de prévoir la consommation en ventilateur qu'il va y avoir l'année d'après, donc on la devine et on a l'habitude de ça, donc nos prévisions en général sont plutôt correctes. Mais quand on est face à une épidémie comme celle d'aujourd'hui, en fait c'est extrêmement compliqué de savoir de combien de ventilateurs on va avoir besoin demain, après-demain, dans 3 semaines, etc. Et donc c'est une question qui est extrêmement difficile. Et puis